Bonjour Audrey. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et cette interview à distance que tu réalises chez toi au Canada. Je te suis depuis quelques temps, notamment à travers ton compte Instagram où tu partages plein de conseils autour de la maternité que j'adore. Et j'adore surtout l'énergie que tu partages qui est très positive. C'est ce que je disais aussi en hors ligne. J'ai dévoré ton livre « Et tu deviendras mère » aux éditions Marabout, que j'ai adoré. Et j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui pour en savoir plus sur ton approche de la maternité et de la parentalité, mais aussi sur ton parcours d'entrepreneur puisque tu es la fondatrice des centres Happy Mom and Baby. On y reviendra. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais en savoir plus sur ton parcours et notamment revenir au tout début, ce qui t'a donné envie de devenir infirmière et plus particulièrement en périnatalité. Alors c'est une histoire de famille, hein, très banale ou pas selon où on se place. Je suis née dans une famille à majorité féminine qui était dans une entraide permanente en fait, famille issue de l'immigration, avec vraiment tournée vers les autres. Un petit peu cette culture de toutes les femmes qui arrivaient, toutes les personnes qui arrivaient, mes grands-mères les aidaient à s'installer, les aidaient à s'adapter, à s'intégrer dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. On avait aussi beaucoup de femmes qui venaient à la maison, soit victimes de violences conjugales, soit dans des situations de précarité importantes. Et en fait, je suis née dans une famille qui a toujours tendu la main à d'autres femmes, à d'autres personnes. Donc en fait, il y avait rien de plus naturel pour moi que finalement de devenir aussi cette personne altruiste. Et je ne me suis jamais vue faire autre chose que médecin, vétérinaire même à un moment, éducateur spécialisé, psychologue. En fait, je me suis jamais vue faire autre chose que ça. J'ai fait autre chose parce qu'il fallait que je mange à un moment donné, parce que j'avais décidé de quitter le cursus scolaire classique. Donc j'ai travaillé dans le commerce, par exemple, où j'ai découvert des habiletés sociales, d'interaction et de partage que j'aimais beaucoup, mais pas avec les codes habituels. C'est-à-dire que j'ai toujours été sur le terrain. Donc en fait, l'humain a toujours été au cœur finalement de toute ma vie. Et je me nourris en fait beaucoup des autres. Et donc en fait voilà, une évidence de devenir pas forcément infirmière pour tout vous dire, parce que ma mère est infirmière. Et ma mère n'avait pas son baccalauréat français, donc en fait elle a dû faire des cours du soir pour avoir son équivalence. Moi j'étais très jeune, donc je l'ai vu beaucoup galérer. Je l'ai vu aussi gravir les échelons, en fait passer de ASH, agent de service hospitalier, à aide-soignante, à infirmière, avec nous élever à côté. Et je l'ai vu beaucoup souffrir en fait d'un milieu professionnel un petit peu toxique. Donc le métier d'infirmière, c'est pas quelque chose qui m'attirait forcément, parce que je voyais le milieu dans lequel on pouvait évoluer pas très positif. Et puis finalement, quand je suis devenue moi-même maman, donc ma première grossesse a été à l'âge de 20 ans, mais j'ai fait qui s'est soldée par une fausse couche, et donc 2 ans et demi après, cette fois-ci, du coup, j'avais mon bébé dans les bras, et je n'ai pas du tout aimé mon séjour à l'hôpital. Et j'ai trouvé ça complètement déshumanisé, et moi qui étais déjà en fait dans le milieu de l'enfance, parce que entourée de, comme je disais, de femmes qui travaillent auprès de l'humain, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec des enfants porteurs de handicap à l'âge de 17 ans. Donc à l'âge de 17 ans, je partais faire des camps les week-ends avec l'ADAPI, un organisme qui accompagne les enfants qui sont dans des structures, justement à autre chose, à couper un peu avec le quotidien. Donc très tôt en contact avec le handicap, que pour moi le handicap c'est juste une étiquette qu'on met sur quelque chose dans un monde normé. Et voilà, j'ai vraiment ces enfants, en fait, j'ai commencé avec les adolescents, avec les plus petits, et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de psychopathologies, de psychopathologies comportementales qui pouvaient être prévenues et qui pouvaient être accompagnées en amont, en fait. Donc j'ai cheminé comme ça. J'ai donc passé mon concours d'infirmière pour avoir un diplôme, avoir l'expertise, avoir les connaissances, finalement, pour aller plus loin dans ce que je voulais faire auprès de ces jeunes, en fait, de ces enfants. Et puis finalement, j'ai à chaque fois je suis allée d'étape en étape jusqu'à travailler au final en réanimation néonatale. Donc du coup je couvre, j'ai appris à chaque fois, et surtout j'ai cheminé en fait au fur et à mesure des pratiques, et je me suis nourrie de tout ce que j'ai fait en France et à l'étranger, parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays. Donc la naissance, un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'était à l'intérieur en fait. J'ai pas autre chose à partager que c'est mon cœur qui m'a guidée où je suis aujourd'hui. Et ça veut dire quoi être infirmière spécialité périnatalité ?
Alors périnatalité, on va couvrir. Alors moi, je suis partie. J'ai eu la volonté de ne pas passer mon concours de puéricultrice en France parce que j'avais cette volonté de vie personnelle, de vivre à l'étranger. Et je savais que c'était un métier qui n'était pas reconnu à l'étranger, donc je pouvais aller chercher cette spécialité d'une façon différente dans le pays dans lequel j'irais vivre. À l'époque, c'était le Brésil que je visais. Finalement, j'ai fini au Canada, et donc au Canada, donc c'est un peu pas du tout pareil. Et mais le Brésil, pour la petite histoire, j'ai ma tante qui vit là-bas et ma mère qui a fait son stage de santé publique là-bas. Et donc, il nous a amenés avec elle et ça a été la découverte. J'avais 13 ans et je me suis dit, waouh, mais moi, je veux pas vivre en France, en fait. Voilà, je veux pas vivre en France. Je veux vivre ailleurs. Je veux pas être définie par d'où je viens. Je veux pas être définie par ma personnalité. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui se sont jouées. J'avais 13 ans. Et j'avais décidé que je partirais vivre à l'étranger. Et le problème, c'est que en ayant cette envie personnelle, je voulais pas me fermer de porte en fait. Donc j'ai passé le concours d'infirmière parce que c'était un passeport professionnel. J'ai pas fait éduc, j'ai pas fait psy parce qu'il faut des équivalences, et j'ai pas fait puère non plus parce que c'est pas reconnu à l'étranger. Voilà, donc je suis partie chercher cette spécialité ailleurs et donc devenue infirmière clinicienne en périnatalité parce que aux États-Unis, Canada, on a plusieurs niveaux, on fait plusieurs échelons d'infirmières et on a l'infirmière auxiliaire qui est un peu entre l'aide-soignante, on va dire, et l'infirmière technicienne, l'infirmière clinicienne et l'infirmière praticienne. Et moi, donc ici, je suis clinicienne et je suis spécialisée en périnatalité, donc tout ce qui est autour de la naissance. Donc de la conception jusqu'aux premières années de vie de l'enfant, plus du coup mon expertise française qui couvre jusqu'aux 18 ans. Et qu'est-ce qui t'a déplu dans la naissance de ton premier enfant, comme tu le disais tout à l'heure ? Je me suis sentie déjà jugée en tant que, entre guillemets, jeune maman. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on m'appelait. Moi, j'étais seule, j'ai donné naissance à mon fils, mon premier enfant toute seule. Et donc, voilà, c'était la jeune maman de la chambre numéro tant. J'ai pas aimé l'inconsidération, j'ai pas aimé le manque de transmission en fait, c'est-à-dire que j'avais 23 ans, j'avais ma montée de lait parce que j'avais décidé d'allaiter, et puis c'est très animal, une montée de lait, c'est très très animal, on a vraiment l'impression d'avoir un animal qui est haletant comme ça, qui veut téter tout le temps, puis tu sais, c'est à 23 ans, tu t'es jamais forcément posé de questions, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, il est aliéné, c'est pas possible, et là tu te demandes des explications, puis elle te dit c'est comme ça, faut le mettre au sein, enfin tu vois, je me suis vraiment sentie pas considérée en fait, pour plusieurs raisons, et ce fameux bain que je donne toute seule à mon bébé, et j'avais donc encore une fois, je répète, j'étais toute jeune, à peine sortie de l'adolescence, etc. Et elles racontaient leurs vacances. Elles racontaient leurs vacances en fait, et j'ai dit mais enfin, moi, je suis là en panique. Je sais même pas comment il faut que je porte ce bébé. Je sais même pas où il faut que je place mes mains. J'ai l'impression qu'il va se casser quand je le prends. Et elles racontent leurs vacances, quoi. Moi, je suis en galère toute seule devant leurs yeux. Et là, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et je me souviens avoir dit à ma mère, mais en fait, non, c'est bon. Je vais passer mon concours d'infirmière, puis moi, je vais aller changer des choses parce que c'est pas possible. On peut pas laisser une maman toute seule comme ça. J'étais seule, déjà, parce que j'avais pas de conjoint. Et en plus, j'avais aucun soutien de la part du corps médical. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et donc ça a été, j'ai dit je sais ce que je veux faire, je vais tout quitter, puis je vais passer mon concours d'infirmière, puis moi je vais être cette mère, cette femme, cette professionnelle qui ne va pas laisser les mamans toutes seules. Ouais, génial. Et ça, c'était en France du coup? Ça, c'était en France, ouais. Sachant que quand même, si tu veux, depuis toute petite, j'étais cette personne un peu désignée dans ma famille, qui j'adorais endormir les bébés, je rêvais d'avoir de la poitrine pour qu'ils se collent sur moi. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu un grand, grand intérêt pour tous les bébés de ma famille, dont je me suis beaucoup occupée. Voilà, si tu veux, il y a c'était un cheminement en fait. Quand tu regardes à distance, c'était juste tout est à sa place en fait, tout est aligné. Voilà, j'ai juste écouté mon chemin en fait. Ah, c'est dingue. Et t'es partie au Canada, notamment suite à cette expérience. Pourquoi t'as eu envie d'aller là-bas? Alors, c'est pas suite à cette expérience précisément. Cette expérience m'a poussée à passer mon concours d'infirmière pour être cette fameuse personne qui serait là le jour du bain à t'aider. Et donc, j'ai passé mon concours d'infirmière. Puis, à partir de là, sans aucune déception, parce que finalement, c'est ça un petit peu à quoi je m'attendais par rapport à l'expérience de ma mère. J'ai pas du tout aimé mes expériences hospitalières. J'ai détesté sincèrement travailler pour la fonction publique. Je suis et j'assume totalement mon côté carriériste, ambitieuse. Je suis une femme avec beaucoup d'ambition. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Et je trouve que je sais même pas si j'aurai assez d'une vie pour tout faire. Et en fait, la frustration de pas pouvoir aller au bout de ce que je voulais faire. Je n'aime pas subir.
Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de discussions, de remise en question, de critiques de nos conditions de travail, etc. Mais au final, pas beaucoup d'action. Et je suis quelqu'un d'action, comme je dis, j'assume totalement ce côté de ma personnalité. Et j'avais dit, même mes formateurs, quand j'ai fait mon mémoire, me disaient, on sait que tu ne finiras pas à l'hôpital. Ils le savaient, en fait, la manière dont j'avais écrit mon mémoire, le sujet que j'avais choisi déjà. J'avais fait mon mémoire sur la vocation infirmière. Qu'est-ce qui pousse une personne à être infirmière et qu'est-ce qui lui permet de rester infirmière. Donc, j'ai retracé toute l'histoire infirmière, donc déjà dans la remise en question du métier. Tu vois, déjà dans le côté on n'est plus des bonnes sœurs les gars, donc tu sais, on n'est plus les femmes qui ne sont pas bonnes à marier et qu'on va s'occuper des autres. Non, on a envie de changement et on va faire partie du changement. Et donc voilà, quelque part tout le monde le savait, peut-être pas trop moi. Et mes expériences les unes après les autres, voilà, en frustration sur frustration, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a quand même 14 ans, et frustration sur frustration, et j'ai dit bon attends, ça va pas, qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment ça se passe ailleurs, parce que je voyageais beaucoup, et j'ai dit mais ailleurs ça se passe comme ça et moi j'ai envie que ça se passe comme ça. Donc j'ai, dans un premier temps, avant d'avoir envie de partir, parce que l'étranger était dans ma tête, enfin je veux dire vivre à l'étranger était, comme je dis, dans ma vie personnelle une envie, j'ai dit bon je vais quand même essayer de faire bouger des choses ici. Et puis je me suis pris plein de portes, énormément de portes. À l'époque, je travaillais dans un centre pour la protection de l'enfance. Donc, j'étais infirmière j'ai participé à la création d'un centre maternel et infantile pour les mamans mineures qui étaient placées sous OPP, donc sous ordre de protection, je sais plus comment ça s'appelle en France, hors de protection provisoire. Et donc, en fait, on avait créé ce centre. J'ai adoré travailler là-bas, mais je me suis heurtée à beaucoup de barrières, en fait, d'injonctions, d'ancrage, de représentations très fermées. Enfin, tu vois, j'ai l'impression de travailler avec des dinosaures qui te disent, oui, mais avant, on faisait pas comme ça, avant, on faisait pas comme ça. Ouais, mais avant, on buvait l'eau au puits et maintenant, on a des robinets. Donc, les choses, elles changent, quoi. Tu vois, c'était tout le temps, si tu veux, une bataille. Et puis un salaire misérable, hein, clairement. Je veux dire, j'ai aucun tabou là-dessus. Gagner 1520 € par mois pour travailler énormément, un week-end par mois. Enfin bref, non, c'est pas possible en fait. Et de là, j'ai commencé un travail de recherche sur l'importance de la consultation infirmière pour prévenir les pathologies, les psychopathologies infantiles. Donc vraiment, je voulais montrer que les infirmières étaient là et qu'on pouvait prévenir plein de choses en consultant en amont, en fait, en faisant des consultations prénatales. Donc tu vois, c'était il y a vraiment, encore une fois, longtemps. Et je me suis heurtée, encore une fois, à beaucoup de barrières. Donc je dis, écoute, c'est bon, on se casse, ça me saoule, voilà, on s'en va. Le Canada, mon profil les intéresse parce qu'ils ont envie de financer cette recherche, ils ont envie de tutorer cette recherche, ils ont envie de m'accompagner là-dedans. Donc j'ai passé un entretien, j'ai été prise et boum, allez, voilà, on est parti. Donc c'était vraiment une aspiration, l'envie de l'étranger, mais le Canada a été choisi par rapport à des projets professionnels. Et voilà, et donc le Canada est arrivé parce qu'ils avaient un intérêt pour la recherche que je menais à l'époque. Et tu as eu l'impression que c'était un système de santé autour de la natalité très différent de celui de la France ? Les moyens sont différents, les moyens sont très différents. L'envie de faire mieux est très présente. La recherche scientifique, ils sont excellents. Je trouve que la culture américaine est excellente dans tout ce qui est recherche, dans tout ce qui est remise en question, dans tout ce qui est avancé, avec des limites quand même en termes de savoir-faire. Donc vraiment, je trouve que c'est très complet. Je veux dire, la formation française, la formation canadienne, on est très complémentaires, mais c'est pas idéal. Je veux pas non plus qu'on idéalise, si tu veux. Moi, ça va faire 7 ans que je vis ici. Voilà, on idéalise beaucoup l'Amérique du Nord, notamment le Canada, en termes de natalité, de pédagogie, etc. Mais si tu veux, c'est parfois on surestime un petit peu la réalité des choses. Donc, je peux pas dire qu'ils sont en avance ou quoi que ce soit. En tout cas, ils ont plus de moyens et ils ont l'intention de faire mieux. Donc les conditions de travail sont complètement différentes, la culture du soin est différente. Et puis, par exemple, moi, j'ai travaillé quand même 4 ans et demi en maternité ici, en néonatologie. Voilà, j'avais 4 familles pour mon chiffre de travail, donc j'avais 4 familles uniquement. Donc, ça me laissait le temps vraiment d'être avec elles. On a l'obligation d'évaluer un allaitement. On est toutes formées en allaitement. On évalue un allaitement. L'infirmière, il n'y a pas de sage-femme en milieu hospitalier au Québec. Donc, si tu veux, c'est l'infirmière qui fait l'obstétrique. Donc, on est là dans la chambre en one-one avec la patiente, du début jusqu'à la fin, si c'est notre chiffre. Hein. Et sinon, il y a toujours une personne, la patiente n'est jamais seule. Donc, ils ont une culture, en tout cas de la maternité, qui est complètement différente et du soin qui est complètement différent, mais ils mettent beaucoup plus de moyens dans la santé.
de façon pas idéaliste, hein, quand même, c'est pas l'Eldorado des infirmières, mais ils ont les moyens, d'accord? Ils ont les moyens, ils veulent, en tout cas, ils misent sur la famille, ils misent là-dessus. Donc, on sent que les conditions de travail sont différentes et on exerce de façon plus qualitative. Ah oui. Et à quel moment t'es venue cette idée des centres Happy Mom and Baby? Eh bien, on reste, si tu veux, j'ai travaillé dans 4 pays différents. Les 4 pays différents ont chacun leur façon de travailler, mais il y a quelque chose qui est très très commun, en tout cas pour moi en tant que professionnelle, dans les 4 pays où j'ai travaillé, c'est cette frustration de ne pas pouvoir accompagner librement, qualitativement et quantitativement les familles. C'est-à-dire que ce bouleversement un petit peu, puis on a vraiment ce besoin, moi je suis maman de 3 enfants aujourd'hui, ce besoin d'avoir quelqu'un quasiment en permanence. Moi je connais ça culturellement parlant parce que j'ai cette influence culturelle qui fait que je n'ai jamais été seule les premières semaines de vie de mes enfants. La première fois où j'étais seule, c'était quand j'étais au Canada parce que personne n'a pu venir et ma mère était tellement mal à l'aise, enfin pas bien de ne pas pouvoir être présente pour l'accueil de ce 3e enfant, qu'elle m'a envoyé une enveloppe, je veux dire, elle m'a payé, en fait, elle a dit, voilà, ma participation pour l'accueil de cet enfant, c'est que tous les 2 jours, je vais vous payer une femme de ménage. Tu vois, et elle est arrivée 2 mois après. Et en fait, si tu veux, donc moi je connais ça parce que comme je te dis, influence culturelle, j'ai jamais été seule. J'ai ma mère, mes tantes, ma grand-mère qui ont toujours débarqué chez moi, mes belles-sœurs, me faire à manger, me garder le bébé pour que je aille à la pharmacie. Enfin, j'ai jamais été seule. Je n'ai jamais fait les courses avec un nouveau-né dans les bras. Et j'ai connu ça ici au Canada. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la réalité de beaucoup plus de femmes que tu ne le penses, cet isolement, cette sensation d'être toute seule. Et j'étais là, mais j'ai jamais fait les courses avec un nouveau-né. Mais je peux pas sortir, je peux pas aller faire les courses avec lui. Tu vois, c'est pas possible, c'est trop, enfin, tu vois, je sais qu'ils sont fragiles, etc. Je peux pas aller faire l'épicerie avec eux, avec lui, en fait. Et j'avais pas le choix. Et je me suis dit, mais en fait, non seulement les femmes sont seules, donc c'est-à-dire la réalité que moi j'avais connue n'est pas la majorité, en tout cas dans les pays occidentaux, et donc j'ai eu envie vraiment d'apporter un petit peu cette culture de la maternité que je connais à titre personnel, et j'ai eu envie de mêler en fait ce côté personnel, influence culturelle, avec ce côté professionnel, donc connaissance, compétences. Et j'ai eu cette envie d'être là où personne n'est en fait. Et donc, on n'évalue pas physiquement un bébé quand on donne des conseils sur l'arrivée, sur les soins qu'on va faire à ce nouveau-né. Je veux dire, on l'évalue pas physiquement. C'est des conseils qu'on donne, c'est des recommandations qu'on donne. Puis, en même temps, on va pouvoir évaluer selon les dires de la maman. Donc, je me suis dit, le problème, c'est que je suis un peu multiculturelle, internationale, donc je pouvais pas me fermer à une seule clientèle, à une seule patientèle. C'était pas possible pour moi. Donc je me suis dit, si je fais ça en ligne, donc à l'époque c'était il y a 5 ans, en fait je vais me fermer aucune frontière parce que peu importe la maman où elle est, peu importe le papa où il est, j'aurais juste à avoir une connexion internet, puis je pourrais évaluer, puis je pourrais diagnostiquer, puis je pourrais consulter. Et si je découvre des choses, puisque j'ai fait ça avec une certaine expérience, je veux dire d'années d'expérience derrière moi, je vais être capable aujourd'hui en quelques minutes, j'arrive à savoir s'il y a quelque chose qui va pas ou autre. Donc je pourrais rediriger toutes les personnes qui sont soit dans un désert médical, soit qui n'ont pas accès aux soins. Et puis, ça pourra permettre de décharger aussi les services publics, finalement, parce que là où ils ne sont pas, moi, je pourrais l'être. Donc, finalement, ça demande un investissement de la part des patients, mais c'est bénéfique, en fait, parce que, au final, ils vont gagner du temps derrière à aller voir 15 000 professionnels, parce que moi, je vais mettre le doigt dessus. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est né, si tu veux, cette envie de créer ce centre-là, c'est de faire les choses un petit peu librement, avec ma philosophie, mêler tout ce que j'ai appris dans les différents pays, les différentes expériences, et puis mêler aussi, moi, en fait, qui je suis. Je me souviens d'une expérience en psychiatrie qui avait été très révélatrice pour moi, où j'avais dit, j'avais très peur d'aller en psychiatrie, d'accord, je ne sais pas pourquoi, j'avais des a priori, et ça a été une très très belle expérience en stage où je me suis dit, mais en fait, tu soignes pas seulement avec tes connaissances, tu soignes aussi avec qui tu es. Parce que qui tu es va apporter quelque chose à ta patiente, en fait. Et en psychiatrie, il y a un côté très intimiste, en fait, très dans le relationnel, une alliance thérapeutique qui se fait avec le patient, mais qui dépend de qui tu es et de ce que tu vas donner et de ce que tu vas recevoir. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est la même chose. J'ai envie de faire la même chose. J'ai adoré être cette personne, en fait, que ma personnalité, finalement, soit au service des autres. Et donc, avec mes connaissances, c'est un petit peu tout ça que j'ai eu envie de mêler. Et donc, c'est comme ça que est né le premier centre périnatal il y a 5 ans.
C'est incroyable. Ouais. Et surtout, je trouve ça assez incroyable cette histoire, à quel point c'est avant-gardiste de la période qu'on a vécue où on a tous découvert la puissance du digital. Toi, tu y as pensé quelques années avant. C'est dingue. Parce que j'étais déjà avec une famille un petit peu éclatée, une belle famille un petit peu éclatée dans le monde, si tu veux, et FaceTime, c'est ce qui nous permet de garder un lien. Donc, si tu veux, je me suis, enfin, Skype, moi Skype, je connais depuis la naissance de Skype, parce que mes amis sont à l'étranger, ma famille est à l'étranger, donc en fait, et puis j'adore voyager, donc si tu veux, c'est vraiment le lit, c'est ce qui m'a permis de garder un lien. Et les réseaux sociaux encore pire en fait. Pour moi c'est quelque chose de très 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 fédérateur en fait, de liens sociaux. D'ailleurs c'est fait pour ça. Et je trouvais très très utile finalement de faire ça. Et j'avais aucune idée de la suite de la vie vers laquelle nous allions aller quoi. Ouais, c'est clair. Et j'aimerais bien que tu réexpliques à nos auditeurs en quoi consistent ces centres et notamment pour quel type de situation ils peuvent vous consulter. Alors aujourd'hui, je suis plus toute seule. En 5 ans, on a évolué. J'ai deux structures aujourd'hui. J'en ai une physique donc au Canada, une complètement virtuelle. Et j'ai envie de te dire tout ce qui pose question en fait, tout ce qui à un moment donné quand tu sens que tu te poses beaucoup de questions, que ta maternité n'est plus quelque chose de positif, que ça devient compliqué à vivre, que la raison soit l'allaitement, que la raison soit le sommeil, que la raison soit la parentalité, que la raison soit ta grossesse, que peu importe la raison, mais du moment où tu ne te sens plus bien dans ce que tu es en train de vivre, on est là. On est là avec nos compétences professionnelles, c'est-à-dire qu'on va parfois tomber, je veux dire, on va dépister des choses qui ont besoin de traitements médicaux. Dans ces cas-là, en étant professionnel de santé, on peut directement communiquer avec vos médecins, vos pédiatres, alors que c'est pas le cas de tout le monde. C'est que des professionnels de santé qui travaillent, donc j'ai puéricultrice aujourd'hui, j'ai une naturopathe aussi, ostéopathe à distance qui est formée sur le sommeil, consultante en lactation, auxiliaire de puériculture, puéricultrice. Tu vois, enfin voilà, c'est un panel. Je mise vraiment par contre sur le fait que ce soit des professionnels avec une formation initiale en santé. Ça c'est très très important pour moi parce que voilà, on ne devient pas professionnel de santé en se formant sur Internet. Et du coup, c'était voilà de couvrir en fait. Alors le mot à la mode actuel, c'est holistique. Moi, je garde mes vieux mots global. Hein. Du coup, c'est un accompagnement global de la personne où vraiment la périnatalité, c'est ça en fait. La périnatalité, moi je dis aux patients quand je suis en consultation, je dis voilà, je suis en mode détective et là je vais aller fouiller dans toute votre histoire, toute l'histoire de bébé. Qu'est-ce qui peut expliquer la difficulté que vous vivez aujourd'hui? Et qu'elle soit au niveau du sommeil, comme je te dis, de l'allaitement, de la parentalité, j'ai même des psychologues dans le centre aussi, donc tout ce qui va être dépression du postpartum. L'idée, c'est que la maternité soit, comme l'objet du livre, un petit peu un levier de puissance. C'est pas quelque chose qui doit nous enterrer, c'est pas quelque chose qui doit nous rendre mal. Si c'est le cas, il y a quelque chose. C'est pas normal en fait. Il y a quelque chose et nous sommes là pour ça. Donc le centre, il a vraiment cette vocation d'accompagner dans divers domaines, dans tout ce qui rend difficile la maternité ou la paternité aussi. Donc, comme je te dis, voilà, spécialisé sommeil parce que c'est le nerf de la guerre. Mais le sommeil, si tu veux, c'est la pointe de l'iceberg. Le sommeil nous amène très souvent ailleurs. Mais voilà, si tu veux, on peut nous consulter pour tout ça de façon moderne aussi. On a des classes de parents maintenant avec des groupes de parents qu'on accompagne semaine par semaine. On s'adapte et puis la demande étant tellement forte que sans aucun je rigole souvent parce que j'ai pas de business plan du tout, j'ai au feeling. Voilà, il y a un besoin, j'y réponds, je réfléchis et donc en fait il y a 2 ans j'avais tellement de monde et j'étais toute seule que je me suis dit mais attends, si je donne toutes ces informations en vidéo et que les gens achètent finalement les vidéos parce que c'est quand même du contenu que je travaille, déjà ça pourra déjà les aider en fait, puis ils auront peut-être pas besoin de venir chercher une consultation, ils auront déjà des clés et des outils pour avancer. Donc j'ai créé des programmes, du coup les premiers programmes aussi complètement vidéo qui permettent de comprendre et d'accompagner. Donc j'ai celui sur le sommeil, j'ai celui sur le postpartum, où vraiment le postpartum, je fais une consultation, en fait les vidéos c'est une consultation postnatale en vidéo. Donc, j'essaye d'adapter, en fait, et de répondre, si tu veux, à des besoins et à une demande en fonction de ce que je vois, un petit peu au feeling, en fait, voilà. Et comme tu le disais, t'as beaucoup puisé dans ton expérience de vie, dans ta personnalité, dans tes voyages. Et si j'ai bien compris, tu formes maintenant des gens. Comment
comment tu fais? Parce que je pense que malgré toi, tu as créé une forme de pédagogie, je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois, t'as ta patte. Comment tu la définirais et comment tu arrives à transmettre tout ça? Pareil, je me pose pas toutes ces questions. Tu vois, former des gens, c'est une patiente qui aujourd'hui qui travaille avec moi, qui est devenue une amie très proche et qui travaille avec moi, qui m'a dit ah mais moi j'adore ce que tu fais, enfin comment t'abordes les choses, tu formes pas des gens. Je dis bah non, enfin former des gens pour moi c'est à l'IFSI, enfin tu vois c'est former des gens non quoi. Je dis en tout cas c'est pas dans ma tête actuellement et puis voilà une fois, deux fois, trois fois, puis bon peut-être qu'il faut que je forme des gens alors parce que du coup tu vois peut-être que j'ai des choses à transmettre. Ben mais oui. moi je suis dyslexique et je suis je pense au jour d'aujourd'hui pas diagnostiquée mais je pense avoir des traits aussi autistiques dans ma façon de voir les choses et c'est très difficile pour moi de transmettre parce que c'est pas quelque chose c'est quelque chose que j'ai en moi. C'est quelque chose que j'ai à l'intérieur. Ouais. C'est difficile de transmettre des choses que toi-même t'arrives pas à t'expliquer. Bah Je oui. peux pas expliquer des fois. Ben c'est ça. Des fois, je veux dire, une maman rentre dans ma clinique où je l'ai en consultation, je sais tout de suite des choses. Enfin, c'est très, voilà, c'est très difficile. Donc, en fait, ça m'a demandé un exercice d'introspection énorme, énergivore, de réussir à mettre en place une formation. Parce que, et en plus, transmettre, moi, je suis pas du tout scolaire, j'ai passé mon bac en candidat libre, j'ai détesté l'école en France, l'éducation scolaire française, j'ai détesté les formations. Moi, tu mets dans un amphi et quelqu'un parle pendant 2 heures, c'est mort, je dors, quoi. Je peux pas, j'y arrive pas. Tu vois, j'y arrive pas. Donc, je peux pas former comme moi, je n'aime pas. Tu vois, donc voilà, ça a mis quand même un petit moment à émerger et aujourd'hui effectivement j'ai mis en place une première formation. Alors, on me demande beaucoup les autres, tu vois, mais ça me demande une énergie mentale énorme. Voilà, pas physique parce que voilà, je travaille beaucoup, mais c'est à l'intérieur, ça me demande de voyager à l'intérieur, de me comprendre pour réussir à d'expliquer comment tu sais ça Audrey, mais comment tu arrives à savoir ça tout de suite. Bah je sais pas parce que c'est mon expérience, parce que je me nourris et parce que finalement ce qui est considéré comme parfois un handicap, donc la dyslexie, des traits autistiques, tu vois, ou d'être un petit peu atypique, des fois c'est considéré comme un handicap, mais en fait pour moi ça a été une force parce qu'aujourd'hui j'ai une sensibilité, si tu veux, dans mon métier qui je peux pas donner en fait. Je peux pas donner ce que je sais faire parce que c'est un tout. C'est un tout, c'est ma vision globale des choses, c'est-à-dire que moi je suis pas dans les détails, donc je rentre, je vois tout, je vois comment tu portes ton bébé, je vois comment tu le regardes, je vois comment il te regarde, et je vois tout en fait. J'ai même des patientes qui me disent mais vous avez vu tout ça? Je suis en consultation et mon œil est capable de voir comment se comporte le bébé, enfin, et je sais pas l'expliquer. Donc je forme des gens et je peux pas aujourd'hui je suis pas capable de dire quelle est ma pédagogie, je sais pas si c'est une pédagogie ou une philosophie. Aujourd'hui je suis pas capable de la définir. Sincèrement. Et en même temps, on sent chez toi une énergie qui transparaît, même si elle est impalpable, très intuitive. Je pense que sans le savoir, ça, tu vois, ça influence aussi beaucoup autour de toi et ça donne envie d'être dans une énergie similaire. Parce que moi, je vois tout. Enfin, j'ai ce que je disais en intro. J'ai adoré ton livre et tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux. On sent que comme tu le disais au début, la maternité, ce qu'on vit autour de la naissance, ça doit pas être subi. Non. Et rien ne doit être subi. On ne doit pas subir sa vie, en fait. Donc, moi, mon domaine, c'est la maternité. Comme je dis, je suis mère de 3 enfants aujourd'hui. Et si j'avais pas eu des problèmes de santé, j'en aurais peut-être plus. Je veux dire, mais j'apprends de mes enfants quotidiennement et j'apprends des autres en fait quotidiennement et c'est pour ça que ce que j'apprends moi aussi à mes enfants, j'ai un grand de 13 ans, donc un adolescent, on ne subit pas sa vie en fait, on la subit pas parce que on est acteur de sa vie. On fait face à des difficultés diverses, hein, je veux dire on est comme je dis une famille un peu atypique, une famille avec des origines diverses, voilà, il y a pas mal de choses qui se jouent au niveau racial, au niveau origine, enfin tout ça, et ce que j'explique à mes enfants et ce que je veux montrer aux gens, c'est ne subissez rien en fait. Ne subissez pas. Moi, j'ai été dans la précarité. Je veux dire, je vivais avec un enfant, avec moins de 800 € par mois. Enfin, j'étais dans la galère pas possible. J'ai pas subi. On subit pas. On se bat, en fait, si tu veux, à la hauteur de ce qu'on peut fournir comme travail. Et la maternité, c'est pareil. C'est bouleversant. C'est bouleversant, c'est déstabilisant. Ça vient faire appel à beaucoup de choses à l'intérieur. Ça vient un peu, comme j'écris dans le livre, déstabiliser un petit peu notre socle. Mais en fait, ça doit nous aider à éclore encore plus, en fait, et à devenir encore plus éclatante, plus lumineuse, plus, tu vois, c'est un levier de puissance, en fait. Il faut s'en servir comme ça.
J'ai souligné une phrase dans ton livre que j'aime beaucoup. Tu dis « Devenir mère, ce n'est pas devenir invincible, c'est découvrir une nouvelle facette de toi-même, c'est renaître. » Oui, c'est ça. C'est ça. Je crois que c'est ça. Je compare souvent à l'adolescence. Je veux dire, à l'adolescence, de l'adolescence, on passe d'un état à un autre et la maternité, on passe d'un état à un autre. En fait, on était une femme, on devient une mère, on ajoute quelque chose à notre identité et ça peut être très très fort en fait si c'est bien vécu. Si c'est bien accompagné, si c'est bien expliqué, ça peut être très très fort. Et on le voit, la maternité impulse chez certaines femmes beaucoup de choses en fait. Moi, j'ai eu un bébé, un projet. Voilà. Moi, c'est clair. Donc, moi, j'en ai plus. Donc là, je devrais me calmer. Et encore, on n'est pas au bout de nos surprises, je pense. Exactement. Tu disais tout à l'heure, le sommeil, c'est un peu ce sommet de l'iceberg qui va cacher plein d'autres choses en dessous. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, ton approche du sommeil et pourquoi tu penses ça? Alors, le sommeil est un besoin fondamental. Moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. D'accord, le sommeil est un besoin fondamental. Manger est un besoin fondamental. Dormir est un besoin fondamental. Marcher est un besoin fondamental. On a 14 besoins fondamentaux que Virginia Anderson définit. Je n'ai jamais compris pourquoi le besoin fondamental du sommeil chez le bébé n'était pas considéré de la même manière que pour les adultes. Et c'est une claque que j'ai prise en me disant, mais attends, la première fois que j'ai entendu un pédiatre dire, oh, mais laissez-le pleurer, vous allez voir, il va apprendre à dormir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a appris. J'ai appris que c'est un besoin fondamental. Pourquoi est-ce que l'enfant est considéré différemment d'un adulte? Un adulte qui ne dort pas, on va chercher à comprendre pourquoi il dort pas. Notre travail en tant que professionnel de santé, c'est de permettre un équilibre dans la réponse aux besoins fondamentaux d'un être humain. C'est prévenir, c'est promouvoir et c'est maintenir la santé d'un être humain. Et dans cette santé, c'est permettre l'équilibre de ces besoins fondamentaux. Mais à quel moment l'enfant qui a une perturbation, des difficultés avec son sommeil n'est pas considéré de la même manière qu'un adulte? Là, ça me dit, mais c'est pas possible. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai démarré en fait mes recherches, mes formations complémentaires sur le sommeil, spécifiquement sur le sommeil, pour être capable de dire à un parent, de pas dire à un parent justement c'est normal un bébé ça pleure, c'est normal un bébé ça dort pas, parce que c'est pas une réponse qui me convenait. Et il y a toujours une raison, c'est-à-dire que on considère un enfant comme un adulte, d'accord? C'est pas un mini adulte en plus, c'est un être à part entière qui n'est pas autonome dans la réponse à ses besoins. Donc, il y a des choses, il va avoir besoin d'aide pour répondre à ses besoins fondamentaux, comme manger, comme dormir. Il va avoir besoin d'aide. Et puis, il va se diriger petit à petit vers l'autonomie. Si ça ne suit pas ce schéma-là, qu'il y a des choses qui viennent bloquer et que ça devient une difficulté pour lui de dormir, c'est qu'il y a quelque chose qui vient l'expliquer. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose. C'est comme un adulte qui veut faire un régime et qui ne perd pas de poids, parfois il a un dérèglement de la thyroïde. Donc en fait, voilà, je veux dire, quand un besoin fondamental est perturbé et que malgré des recommandations hygiéno-diététiques, on n'avance pas, on va chercher ailleurs. C'est simplement, si tu veux, une démarche paramédicale qu'on a pour n'importe quel autre besoin, que j'applique en fait au bébé. Alors avec l'expérience, forcément, j'en ai vu des milliers, si tu veux. Donc j'ai rempli mes tiroirs de connaissances pour diagnostiquer rapidement des choses. Tu vois, je sais rapidement où je vais parce que j'ai pratiquement 20 ans d'expérience auprès de l'enfant et de la famille. Donc c'est comme ça. Moi, je dis souvent que j'ai rempli mes tiroirs. Je me suis nourrie en fait de toutes ces pratiques dans tous les pays où j'ai travaillé, dans tous les services où j'ai travaillé, autant en néonatologie, pédiatrie, maternité, psychiatrie. Tout a nourri ma pratique, ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à un protocole très spécifique où je suis sur 3 notions de base, l'observation, la sécurisation et l'accompagnement. Donc, si tu veux, voilà, on travaille comme ça. Donc, voilà comment je travaille avec le sommeil et comme n'importe quel autre besoin fondamentaux perturbé pour un enfant. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu penses qu'il est également important de rassurer les parents là-dessus? Parce que j'ai vraiment l'impression que quand on pense naissance d'un enfant, on va penser oh là là, sommeil, ça va être l'enfer, son sommeil ainsi que le mien, ça va être la galère pas possible. Non, si c'est la galère, elle s'explique. Toute galère s'explique. Et c'est pas à majorité la galère, en fait. Tu vois, j'avais une patiente, je crois, la semaine dernière, je disais, j'aimerais tellement montrer, en fait, je suis pas très dans la démonstration, je suis très, très mauvaise stratège digitale, communication et tout, c'est pas du tout mon fort. Mais tu vois,
je disais, j'aimerais tellement, j'ai fait non, c'était à domicile. Je suis partie faire une visite postpartum à domicile et un bain enveloppé. Et je disais, mais j'aimerais tellement filmer tout ce qu'on vient de faire et vous entendre, en fait, parler pour montrer aux gens, en fait, pour qui c'est difficile, que regardez, c'est comme ça que ça se passe normalement. Si c'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui vient bloquer, en fait. Il y a quelque chose qui vient bloquer. C'est-à-dire que normalement, ça se passe sereinement. Un bébé, il dort, il mange au début, puis il va avoir des perturbations du sommeil normal avec des régressions, comme nous quand on change de vie ou qu'on la veille d'une rentrée ou d'un nouveau boulot, on est stressé, on va mal dormir. C'est pareil, lui va vivre plus de choses. Et en fait, voilà, le truc, c'est que si on galère, si c'est une difficulté, si le sommeil devient quelque chose de difficile à vivre pour nous parents, on n'attend pas 2 ans pour essayer d'aller voir un professionnel et on essaye d'éviter de se tourner vers des non-professionnels qui vont simplement appliquer des méthodes, qui vont pas du tout être à l'écoute des besoins. Ils peuvent pas, ils ont pas les formations. Donc, je veux dire, tu peux pas demander à quelqu'un qui s'est reconverti ou qui se convertit sur Internet ou je ne sais où, de te dire que ton bébé a un reflux gastro-œsophagien et que c'est la raison pour laquelle il dort pas. Il va même pas pouvoir te donner un traitement. Enfin, tu vois, donc c'est normal. Donc voilà, s'il y a une difficulté, il y a quelque chose qui cause cette difficulté. Puis les professionnels formés, on va dire, sont là pour vous l'expliquer. Super. Merci Audrey, c'était passionnant et encore une fois, j'adore cette énergie que tu véhicules. Ça fait toujours chaud au cœur de t'entendre, de te voir, de te lire. Donc, merci pour tout et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, Stéphanie.